Madame Girardin. Merci beaucoup de m'accueillir pour cet échange. Je viens d'enregistrer un petit message de fin que vous entendrez très certainement tout à l'heure et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup aux jeunes aussi qui nous ont rejoints aujourd'hui de manière un petit peu solennelle, si vous le permettez, parce que c'est une première pour nos jeunes, mais c'est également une première pour moi de vous accueillir de manière virtuelle. Donc, Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. À nos élèves aussi, hein. Bonjour, je suis contente finalement que cette rencontre puisse avoir lieu, même en virtuel. Et je crois que le virtuel et le numérique prennent beaucoup d'importance dans nos vies. Madame la Ministre, la fin d'année à l'ANSM sonne en général les réjouissances et les remises de diplômes, où les parents, la famille, les amis, les professeurs et finalement toute la communauté pédagogique se retrouvent pour fêter le succès notamment de nos M2 navigants. D'autres ont été diplômés plus tôt dans l'année, d'autres le seront un peu plus tard. Malheureusement, l'épidémie Covid nous prive de ces moments conviviaux, mais pas de leur importance. Madame la Ministre, c'est un très grand honneur pour moi et pour l'ANSM entière de vous accueillir dans ce forum, véritable temps fort numérique. Et je vous laisse sans plus attendre avec nos jeunes. Marius, Baptiste, Margot, Lucie et Timothée qui vont eux-mêmes se présenter et vous poser leurs questions. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Bien sûr, j'aurais préféré être à vos côtés et vous avez raison de dire que cette épidémie change nos vies, mais je veux ici aussi dire à ceux qui m'écoutent combien il est important que nous soyons tous responsables et vous l'êtes bien évidemment en organisant différemment cette fin de cycle. Alors, je vous remercie chacun de effectivement vous présenter. Moi, j'aimerais savoir quel est votre parcours, comment vous êtes arrivé dans cette école si prestigieuse, reconnue dans le monde entier. Comment ces choix de la mer? Moi, je suis une passionnée de la mer, mais parce que j'ai vécu au bord de la mer toute ma vie, sauf depuis que je suis effectivement ministre où j'en suis un peu plus éloignée, bien que j'essaye d'aller sur le terrain régulièrement, et puis que vous me parliez aussi de l'évolution des métiers tels que vous pouvez le voir aujourd'hui avec votre jeunesse, mais aussi le fait que vous sortiez juste de formation et puis d'abord vous dire bravo. Alors, qui commence? On va prendre l'ordre qui était dans le mail de Muriel. Je vous propose de commencer par Marius. Oui, bonjour à tous, Madame la Ministre. Donc moi, je suis Marius Ancel. Je sors de la formation ingénieur navigante. Donc je viens de finir mes examens vendredi dernier. Donc voilà. J'ai donc suivi 3 ans de formation d'abord à Marseille, puis 2 ans au Havre, coupé par une période d'1 an où j'ai navigué au sein de la compagnie Socatra. Pour l'avenir, j'ai déjà signé mon prochain contrat donc, en CDI pour la compagnie Gaz Océan. Donc, dans les semaines qui viennent, je vais être amené à être embarqué en tant qu'officier pour cette compagnie. Donc voilà, très bonne nouvelle. Comment j'ai connu cette école? Je l'ai connue dans le cercle familial. J'ai un de mes demi-frères qui a fait l'école aussi, qui est sorti depuis plusieurs années. Et donc c'est grâce à lui que j'ai connu l'école. Après, le métier de marin, il m'est venu aussi parce que j'ai grandi à Dieppe. C'est une ville qui vit à travers la mer, par la pêche, par le ferry, par voilà, toutes les activités un petit peu à Dieppe tournent autour de la mer. Donc voilà, concernant l'avenir du métier, je pense qu'on est dans une page qui se tourne un petit peu. Les choses évoluent grandement, le milieu est en train de s'automatiser de plus en plus. Il y a aussi une très grande conscience écologique qui est en train de naître, qui existe déjà depuis plusieurs années, mais voilà, qui est en train d'évoluer. Donc, je pense que si la France et l'école veulent garder une place importante, il faut faire partie de cette révolution écologique et pousser des projets naissants en France. Je pense notamment à la compagnie Zéphyr et Boré, qui voilà, va lancer la construction de son premier navire par un ancien hydro, un ancien élève de notre formation. Donc voilà, c'est l'avenir, il se voit à travers l'écologie et l'automatisation. Et pour ma part, ce sera tout. Voilà, je laisse la parole à mes collègues.
Peut-être une question, Marius? Ah oui, Ah, d'accord. Bah, je vais poser dessus. J'ai lu le rapport qui a été fait par Armateurs de France, donc, Objectif 2025. Donc, un des objectifs annoncés dans ce rapport, c'est de libérer le marin français. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez déjà défini en fait les réformes qui vont être faites par rapport au statut du marin français. Est-ce que c'est le statut actuel qui va perdurer et être étendu pour les marins français qui navigueront sous des pavillons étrangers, ou est-ce que c'est le statut social et fiscal des marins français en général qui vont être modifiés? Voilà, je vous remercie. Alors, d'abord vous dire, mais sans doute vous le savez, que j'ai lancé le Fontenoy du maritime, c'est-à-dire un exercice de consultation et de concertation pour tracer ensemble, et c'est important, l'avenir de la marine française. Cet échange, du coup, va se nourrir aussi de ce qu'on va se dire là en ce moment. Alors, vous avez cité le rapport d'Armateurs de France. Ce rapport, il est produit en 2017. Et bien évidemment, les armateurs et les marins français sont soumis à une très forte concurrence internationale. Et donc, le statut fiscal et social, et vous avez raison, du marin, il est à la fois protecteur, tout en lui permettant d'être compétitif. Mais il faut qu'on soit très très clair, le statut de marin est aussi déterminé par des accords négociés entre effectivement les entreprises et les marins, donc au sein des entreprises. Et sur ce volet-là, c'est bien des organisations particulières qui sont mises en place. Et moi, je voudrais aboutir à un accord de compétitivité dans lequel chacun, effectivement, va pouvoir s'engager. Mon objectif, c'est de préserver la compétence française, développer l'emploi des marins français, bien entendu. Et pour ça, on sait que sur le volet des charges sociales notamment, nous avons un handicap face à la politique de dumping social sur lequel il faut travailler. Mais là, vous voyez bien aussi que la réponse, elle n'est pas que française, elle se fait aussi au niveau européen. Et c'est à cela que nous réfléchissons tous ensemble, de manière à ce que ces exonérations soient plus larges. Alors, vous savez, on parle souvent d'une flotte stratégique. Eh bien, je crois que vous êtes là pour en parler et j'ai envie de vous le dire. Eh ben, n'oublions pas, bien sûr, les marins stratégiques parce qu'on en aura effectivement besoin. Donc, ce travail, il est en cours avec l'ensemble de l'écosystème. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous propose d'enchaîner. Et puis sur ma liste, moi j'ai Baptiste qui est en L2 à Marseille. Baptiste, à toi la parole. C'est à moi. Bonjour Madame la Ministre. Du coup, moi je suis dans la même filière que Marius Bansal, mais en deuxième année à Marseille, donc la filière ingénieur navigant. J'ai découvert la formation quand j'étais en maths sup, donc j'avais pour envie de faire une école d'ingénieur. Et quand j'ai découvert que je pouvais allier la formation ingénieur avec l'envie d'aller en mer, de voyager, etc., bah, j'ai tout de suite accroché avec le NSM. J'ai choisi la formation ingénieur du coup parce que j'avais envie d'avoir quand même un diplôme et cette école permet d'obtenir les deux. Et donc pour l'instant, je ne me ferme pas les voies à savoir aller sur Nantes en formation ingénieur ou alors continuer au Havre comme Marius l'a fait en navigant ingénieur. Donc le NSM pour moi, voilà, c'était une formation ingénieur mais aussi à la fois très pratique. Donc avec énormément de TP, des stages qui permettent vraiment d'apprendre énormément. Et donc par rapport à ça, je voulais aussi en venir à la question suivante, c'est par rapport à l'augmentation des tailles de promotion. Donc en 2-3 ans, on va passer dans cette filière-là de 120 élèves à 180 bientôt. Et donc je voulais savoir s'il y avait une étude du marché maritime qui avait été faite par rapport à cela, puisque en tant qu'élève, en tant que stagiaire, on éprouve une difficulté à trouver des stages et donc on a une crainte pour savoir si, quand on aura fini notre formation, on n'aura pas cette même difficulté à trouver un emploi plus tard. Parce que malgré le fait qu'il y ait des nouveaux bateaux qui soient créés, ils sont au GNL et du coup, c'est vraiment des bateaux auxquels on n'a pas accès dans les premières années de stage et qui sont accessibles qu'en M1, 4e année.
Donc voilà, une crainte par rapport à ça et juste savoir si il y avait une étude qui avait été faite du marché maritime pour savoir si les augmentations de promo étaient vraiment dues à une augmentation d'offres sur le marché. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je crois que c'est un vrai défi, c'est-à-dire comment on arrive à répondre aux besoins des armateurs français d'abord, dans un premier temps, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'on soit dans le bon rythme. Et c'est pour ça que je parlais d'un accord de compétitivité où chacun devra effectivement s'engager. Et donc, il faudra sans doute, et c'est évident puisque c'est les demandes que nous avons aujourd'hui des armateurs, augmenter le nombre de jeunes que nous allons former à partir de l'an prochain. Mais pour ça, il faut aussi des engagements des armateurs. Et puis, en ce moment, soyons clairs, il y a une pénurie d'officiers, elle est réelle. Mais demain, on ne sait pas bien, parce qu'on voit bien qu'il y a des changements qui se font, des transformations de plus en plus, et d'ailleurs, y compris dans ce qui est demandé en matière de formation. Certes, le maritime, et il faut le prendre au sens large, permet aux élèves de se positionner sur le marché du travail aujourd'hui, et vous n'avez pas véritablement d'inquiétude à avoir, vous. Mais la question effectivement de l'engagement des armateurs pour l'embarquement des élèves sera nécessairement traitée, et il faut envisager que chacun puisse s'engager, et donc dès l'an prochain, on acte un engagement réciproque sur les formations qui devront être plus importantes, bien sûr. Et puis, sans parler là de l'international, mais je crois qu'il y aura peut-être d'autres questions sur ces sujets. Il faut effectivement qu'on arrive à travailler tous ensemble, à mieux connaître les besoins des armateurs et les mettre en lien avec les formations, notamment bien sûr à l'ENSM, mais plus largement, je crois. Hein, on a tous un travail à faire collectivement et aussi, bien entendu, avec les régions, puisque la formation, c'est aussi l'engagement de toutes les régions. C'est l'idée de la GPEC, bien sûr, qu'il nous faut mettre en place sur ce domaine, comme dans tous les domaines. Très bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Nous continuons notre tour de table. Je vais donner la parole à Margot. Margot qui est en EMA Génie Maritime. Oui, bonjour Madame. Donc voilà, moi je viens en fait d'une classe préparatoire aux grandes écoles dans la banque physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Et en fait, pendant ces 2 années, je me suis rendu compte que devenir ingénieur généraliste ne m'attirait plus vraiment. J'habite à Toulon, mais je passe aussi mes étés sur la côte atlantique. Et c'est là que j'ai réalisé qu'étudier les technologies permettant de faire flotter et naviguer les navires m'attirait beaucoup plus et que je souhaitais me spécialiser dans ce domaine. Et le NSM étant l'une des rares écoles qui propose ce genre de formation, je me suis donc inscrite, j'ai passé les concours, les entretiens et me voilà à Nantes à découvrir tout du monde de la marine marchande que finalement je ne connaissais peu. Du coup, personnellement, en tant qu'ingénieur génie maritime, du coup, je ne serais pas amenée à naviguer, mais le fait d'être en formation avec des navigants, que ce soit avec des enseignants et des élèves, je trouve ça vraiment enrichissant. Et pour vous donner un exemple, plusieurs marins m'ont fait remarquer qu'ils n'étaient pas toujours consultés et qu'ils ne pouvaient donc pas donner leur avis sur les équipements que les ingénieurs conçoivent, alors que ce sont eux en premier lieu qui vont les utiliser. Et donc, je pense que c'est vraiment une remarque importante que je tâcherai de prendre en compte dans mon futur métier. Et pour répondre à la question de l'avenir de mon métier, il me semble que, comme l'a dit Timothée, il est de plus en plus tourné vers la construction de navires plus écologiques, décarbonés, comme nous le prépare notre formation, et que de nombreuses opportunités sont et seront à saisir en France comme à l'étranger. Et donc, j'en viens à ma question, où aujourd'hui, dans ma formation, on étudie en cours et on observe que les pays du Nord, tels que le Royaume-Uni ou la Norvège, sont déjà en phase de démantèlement de leurs champs éoliens, alors que nous en sommes qu'à la construction de nos premiers. Et on remarque de même pour les chantiers de construction navale où à ce jour, seuls les chantiers de l'Atlantique et quelques autres spécialisés en yachts et navires de plaisance continuent leur activité,
Que prévoyez-vous pour améliorer nos performances dans les énergies renouvelables et qu'en est-il au niveau de la construction navale en France? Alors, plusieurs réponses. Moi d'abord, dire que le taux d'emploi des élèves en génie maritime est excellent et il est de près de 100%. Et donc, vous êtes engagé dans une filière où, c'est vrai, sortant de cette école, vous avez donc un avenir assuré. Moi, je me félicite que ce cursus, il est trouvé un public et vous en faites partie. Vous interrogez effectivement, et c'est très bien, et ça note une vraie rupture, hein, parce que on a donc une nouvelle génération d'ingénieurs sortant de génie maritime, sortant de ces écoles qui sont très imprégnés de la question de la transition énergétique, et notamment de la transition énergétique pour nos navires. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi que le président de la République a souhaité créer ce ministère de la mer pour redonner une dynamique sur tous ces sujets, avec bien sûr les questions d'hydrogène, mais aussi de voile, mais aussi d'ammoniac, et on voit bien qu'on a plusieurs sujets. Alors il y a aussi bien sûr tout ce qui est éoliennes en mer, et ces éoliennes en mer, c'est une véritable chance pour la France, puisque moi et je le dis depuis que je suis arrivée, et c'est récent, c'est en juillet dernier, d'ici 2050, il y a 25% de l'électricité française qui peut être produite en mer. Et donc, on a là une véritable possibilité de lancer des activités économiques qui vont être compétitives. Le futur parc de Dunkerque, il ne devrait pas nécessiter de soutien public. On voit bien qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus, un équilibre beaucoup plus juste que d'autres. Et à l'horizon 2050, les perspectives de chiffre d'affaires de la filière, elles m'ont étonnée moi-même quand je suis arrivée, vont avoisiner les 10 milliards d'euros et c'est 5000 emplois directs qui pourront effectivement être créés. Et donc, il faut qu'on puisse s'en féliciter. Et on a un plan industriel qui est parmi les pays avec notre plan industriel, on est en avance, on est à la pointe de technologies. En même temps, il faut reconnaître que la France est quand même très très en retard. Et malgré tout, il y a un certain nombre de constructeurs qui se sont lancés, et notamment bien sûr les chantiers de l'Atlantique où j'étais il y a quelques semaines et où j'ai pu constater déjà leur implication sur les sujets. Mais il y a Piriou, il y a CMN, il y a OCA, il y a Chantier de Marseille, il y a la Seine-sur-Mer, il y a la Ciotat. Je veux oublier personne. Cette dynamique, elle est là, ce professionnalisme, il est là. Il a surtout vécu pour l'instant grâce à l'international. Il est temps effectivement que nous puissions lancer ces activités plus rapidement dans notre pays. D'accord. Merci, Madame la Ministre. Merci pour ces échanges encore. Et nous poursuivons avec Lucie Kazaka, qui est en troisième année. À toi, Lucie. Bonjour, Madame la Ministre. Alors, je me présente. Je m'appelle Lucie. J'ai 21 ans et donc je suis en dernière année d'OCQPI, officier chef de quart en passerelle internationale. Donc, j'ai déjà effectué 2 embarquements à la croisière et au niveau des navires scientifiques. J'ai eu connaissance de l'ENSM par mes proches, parce que je viens du pays du Gouddin, donc vraiment de la côte finistérienne. Et j'ai connu la formation OCQPI sur le site de l'ENSM. Donc, ça m'a vraiment intéressée, cette formation. Donc, je la suis. J'ai fait la prépa, première année, deuxième année, troisième année. Voilà. Et puis, pourquoi je suis arrivée ici? Par toutes les petites expériences extrascolaires que j'ai pu faire pendant mes périodes de collège, de lycée. Voilà, une transmoche avec un 3 mois. Puis, je vis dans ce monde-là depuis toujours. Donc, c'est vraiment voilà, quelque chose qui me passionne. Quant à l'avenir aussi maritime, je suis assez positive au niveau de l'évolution des marins. Aujourd'hui, on est essentiel et on continuera à rester aujourd'hui, voilà, quelque chose d'essentiel au niveau maritime. C'est un métier qui demande de la maîtrise, de l'adaptation, et de mon point de vue, je trouve qu'on est une génération de marins motivés, voilà, à continuer à naviguer. Et par rapport à ma question, donc notre formation au CQPI, officier chef de quart international, donc a pour but de permettre aux officiers de français de naviguer à l'international. Et donc, j'avais une question pour vous. Quels sont vos objectifs afin de promouvoir notre formation à l'international? Merci beaucoup.
à la limite, en termes de première réponse, c'est de dire que la volonté, ma volonté, le travail que nous menons, il est à la fois effectivement sur le pavillon français, mais aussi de faire en sorte que nos marins soient d'abord là pour répondre aux besoins de notre flotte, puisque une puissance maritime, c'est des marins, c'est des armateurs, c'est donc des navires sous pavillon français qui effectivement sont présents sur l'ensemble de des océans sur lesquels nous sommes présents avec l'ensemble de nos armateurs et navires. Moi, je crois qu'il faut travailler à la fluidité des parcours et de vos carrières de marins, notamment effectivement à l'international. Et comment on organise la mobilité ou les passerelles entre le national et l'international au sein de certaines grosses sociétés d'armateurs qui ont des navires à la fois sous pavillon français ou sous pavillon étranger, on peut le faire et ça pourra se faire. D'autres, il faut qu'on accompagne davantage et je voudrais ici promouvoir l'excellence du marin français dans ce cadre et surtout avec le guichet unique du RIF qui fait un travail remarquable. Je me suis rendue à Marseille les rencontrer il y a quelques semaines. Je crois qu'il faut leur donner encore davantage de moyens, encore plus d'ambition pour promouvoir et développer le pavillon France et l'emploi de marins français, mais aussi il faut qu'on puisse vous accompagner à l'international. C'est important, vous avez envie de cette expérience et de découvrir l'ensemble des pratiques qui pourront être les vôtres, de naviguer sur plusieurs types de bateaux et je vous en félicite. Bien. Merci de votre réponse, Madame la Ministre. Bien, je vous propose maintenant de donner la parole à Timothée Essu, qui est un OCQM en 3e année à Saint-Malo. Timothée, c'est à toi. Oui, bonjour, vous pouvez m'entendre? Oui, très bien. Bien. Ok, bonjour, donc moi c'est Timothée Essu, alors j'ai 25 ans, je suis à Saint-Malo en 3e année en monovalent machine. Moi je suis de Tahiti à la base, je suis arrivé en 2016 en France en prépa. Alors j'ai pas encore navigué, mais ça ne devrait tarder. Alors j'ai entendu parler de l'ENSM, c'est grâce à mon père qui a eu la chance de vous rencontrer, Madame la Ministre, à l'occasion de réunions pour le cluster maritime de la Polynésie française, dont il était fondateur et président. Mais ce qui m'a vraiment fait choisir le NSM, c'est la filière machine. Moi, ça me permettait de regrouper plusieurs de mes passions, la mer, la mécanique et le voyage. Donc voilà. Et aussi, c'est le fait que je voyais que c'était une formation qui était très complète et très diverse. On avait pas mal de mécanique, mais aussi électricité, électronique, frigo, droit. Enfin, c'est vraiment, vraiment complet. Et ça permet aussi beaucoup de reconversion à terre. Et c'était assez intéressant, justement, passer pour l'avenir, parce que moi, je sais que je ne vais pas naviguer très, très longtemps. Je pense gagner un peu d'expérience, voyager, et puis je pense retourner à Tahiti dans les entreprises familiales qui sont très présentes dans le secteur maritime. Voilà. C'est pour ça que c'était assez intéressant, du coup, pour moi, cette formation. En ce qui concerne l'avenir, comme mes camarades ils ont pu le dire, le métier de marin, il n'est pas prêt de disparaître. Il y aura toujours de la demande, toujours de la nécessité de transporter de la marchandise de toute façon. Et même avec les avancées technologiques, au final, on aura toujours besoin de faire de la maintenance et de la supervision. Et j'ai juste un petit souhait, c'est que peut-être à l'avenir, ce soit un métier un peu plus proche, peut-être plus connu et reconnu. Parce que bon, en vrai, quand on parle de la marine marchande à des gens qui ne le connaissent pas, enfin à des gens, la plupart du temps, ils ne savent même pas ce que c'est. Tu travailles sur les bateaux militaires, tu es dans la marine. Voilà. Ce qui concerne ma question, j'en avais plusieurs, mais bon, si c'est une question, enfin voilà, je vous en poserai. Du coup, j'ai un ressenti au bout de mes 4 années, puisque j'ai redoublé ma 2e année à l'ENSM, enfin, surtout aussi de Saint-Malo, c'est qu'on a quand même un gros manque de matériel, on a beaucoup d'équipements qui sont assez vieux, en mauvais état.
J'ai certains équipements, je dis, enfin, il y a des profs qui nous disent qu'ils ont travaillé dessus quand eux étaient élèves. Donc, c'est des équipements qui sont voilà, assez vieux. Depuis 4-5 ans, ils nous parlent d'une nouvelle école. Bon, la première brique, elle n'a pas encore été posée. Donc, voilà, ma question, c'est à quand la nouvelle école? Et pensez-vous pouvoir mettre à disposition des fonds pour pouvoir faire un gros renouvellement de matériel, pour avoir du matériel de dernière technologie et en meilleur état? Voilà. Je pense que la qualité de la formation, elle en dépend beaucoup. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur l'outre-mer, même si vous n'avez pas posé de questions. Il y a deux territoires ultramarins qui sont très maritimes. C'est la Polynésie, et vous en venez, et c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, et j'en viens. Grâce au territoire ultramarin, eh bien, la France, elle est monde. Et c'est vrai que le soleil ne se couche jamais sur la France. Il y a toujours quelque part où il y a des Français sur un territoire français qui sont en activité et où le soleil brille. Alors, dire aussi que il est extrêmement important, et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, et je vous redonnerai la parole 2 secondes parce que ça m'intéresse, de savoir comment les ultramarins sont accompagnés bien sûr, dans leur parcours de formation dans l'Hexagone, la mobilité est un enjeu majeur pour les territoires ultramarins, pour les jeunes venant des territoires ultramarins. Bien sûr, il y a la DOM qui accompagne, mais je crois que c'est important qu'on aille plus loin et qu'on sache comment, là aussi, on peut y répondre. Alors, vous venez, et vous l'avez dit, d'une famille qui travaille aussi dans le maritime, et à travers le cluster maritime, vous avez été orienté vers ces formations, c'est très bien. Oui, découvrez le monde, et oui, si vous pouvez rentrer aussi dans les territoires ultramarins, nous avons besoin là aussi de jeunes dynamiques ayant envie de faire avancer les territoires, et dans le domaine maritime, beaucoup de travail en Polynésie. Bien sûr, il y a le Ponant, ces navires, il y a l'Interil qui se fait, il y a un développement possible. Moi, je crois aux territoires ultramarins comme des plateformes dans chaque océan, plateformes françaises, européennes dans chaque océan, et ce sont de véritables richesses. Et d'ailleurs, quelques armateurs s'y sont pas trompés et sont largement implantés dans ces territoires. L'équipement de l'école de Saint-Malo, ou du moins le contexte dans lequel vous évoluez, il semble, et je ne l'ai pas vu, et c'est un regret puisque je n'ai pas encore pu aller à Saint-Malo voir l'école, mais que le site est quelque part aujourd'hui très dégradé, et que le projet de déménagement du site de Saint-Malo, qui a été annoncé plusieurs fois, est freiné par un contentieux, m'a-t-on dit, portant sur la propriété des bâtiments intramuros. Mais je pense que là, bien sûr, la directrice peut mieux y répondre que moi. Ce que je sais, c'est que vous avez raison. Le cadre de formation, les équipements sont aussi, bien entendu, importants puisque nous vantons l'école, les résultats, l'excellence. Et donc, nous devons aussi être à la hauteur dans l'équipement et les structures. Je veux ici remercier la région Bretagne qui dirige le chantier, puisque c'est bien la région qui… L'objectif initial était l'ouverture pour 2023, pour la rentrée 2023. Honnêtement, je ne sais pas vous dire si on sera à ce rendez-vous. Okay. Alors, dites-moi un mot des ultramarins et de leur accompagnement. Comment dire que, enfin, c'est aucun, enfin, je veux dire, enfin voilà, c'est comme si j'étais français, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment d'aide ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est pas ce que j'ai, enfin, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. C'est la première fois que le fait que je sois de Tahiti, ça m'implique à quelque chose. C'est justement la rencontre que j'ai avec vous aujourd'hui, mais sinon, voilà, j'ai pas eu de. C'était, par exemple, c'était une de mes questions. C'était, pensez-vous pouvoir fournir davantage d'aide pour les étudiants venant s'expatrier en France? Très bien, c'est pas toujours une question d'aide, enfin, si, c'est une aide, mais elle n'est pas toujours financière. C'est surtout un accompagnement, un accueil, une espèce d'accueil clé en main qui est insuffisamment développé aujourd'hui. Et je verrai avec la directrice comment effectivement on peut, comme je l'avais fait quand j'étais ministre de la fonction publique, mieux accueillir les ultramarins en ayant un accompagnement spécifique, surtout les premières années. Après, chacun fait sa route et où chacun effectivement a son cap et tente de l'atteindre. Mais je crois que c'est important. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de notre demi-heure, Madame la Ministre. Si vous voulez bien en convenir, comme c'était le format prévu, peut-être qu'il y aura encore une question qui va brûler les lèvres de nos jeunes. Mais vous voyez que cet échange est vraiment très intéressant. Enfin, pour moi, il l'est aussi parce qu'il conforte vraiment l'école dans le fait qu'elle représente une diversité de jeunes, de parcours, de filières, de navigants, de génie maritime, de navigants aussi bien au pont qu'à la machine et en polyvalence. Et c'est quelque chose que, bien sûr, l'école veut continuer à développer et c'est-à-dire promouvoir cette diversité, promouvoir ces talents et accompagner notamment les ultramarins, comme vous l'avez souligné. Vous voyez que nos jeunes ont des questions très pratiques, des questions de vie, des questions professionnelles, des conditions matérielles. Et il revient bien sûr à l'école de les accompagner pleinement. C'est vraiment notre projet d'école, d'être à côté de nos jeunes. Voilà, je pense également, Madame la Ministre, que votre intervention donne un sens supplémentaire et vraiment précieux au parcours de nos jeunes et je vous en remercie encore une fois. Et puis à nos jeunes, représentés ici par cinq filles et garçons, je veux vous adresser tous mes encouragements pour passer ce cap 2020. C'est une année particulière, particulièrement difficile également pour vous. Je le sais, on a fait notre maximum, on a communiqué avec vous à la rentrée, on recommencera à communiquer avec vous sur les grands temps de l'école dès janvier. Voilà, je vous souhaite bon courage pour poursuivre votre route, votre chemin de vie et votre chemin professionnel. À l'école est bientôt hors nos murs. Et Madame la Ministre, je vous redonne la parole pour un mot de conclusion. Merci Madame la Directrice. Écoutez, j'espère bientôt pouvoir venir vous rendre visite sur le terrain. Cette année, elle est un peu compliquée, y compris pour tous ceux qui aiment aller sur le terrain ou être à la rencontre des autres, mais il faut qu'on fasse face avec. Moi, je voudrais dire à chacun des jeunes, écoutez, vous pouvez être fiers de votre parcours, vous pouvez être fiers de l'école dans laquelle vous avez vécu quelques années, vous pouvez être fiers de votre pays et porter haut et fort les couleurs de l'école, les couleurs de la France. Merci beaucoup de votre engagement. Vous êtes des ambassadeurs, bien entendu, de nos formations et de notre pays. Que vous demain naviguiez sur des bateaux à pavillon français ou à l'international. Et je sais que de toute façon, cette compétence que vous allez maintenant acquérir sur le terrain, dans les différents métiers en mer ou à terre, eh bien, participera de la construction de cette volonté de vous inscrire dans un développement durable. Et vous savez combien, pour moi, c'est important. Je disais hier combien mon implication à la COP 21 m'avait marqué, ce monde plus juste, ce monde plus durable que nous voulons construire. Eh bien, nous pouvons le construire qu'avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Très bonne fin de